Une crise est un danger, ou une opportunité. Et si cette phrase semble aujourd'hui appartenir au vocabulaire des dirigeants d'entreprises et des analystes financiers, elle porte en elle une vérité beaucoup plus ancienne, presque primitive, qui traverse l'histoire humaine depuis l'Antiquité. Car le mot « crise » n'est pas seulement un terme médiatique contemporain utilisé pour décrire des effondrements économiques, des pandémies ou des conflits géopolitiques. Il vient du grec ancien « krisis », qui signifie « décision », « jugement », moment où l'on doit trancher, choisir, séparer ce qui doit vivre de ce qui doit mourir. Et dans son sens originel, la crise n'était pas une catastrophe permanente, mais un point de bascule. Un instant critique où l'issue restait incertaine, et où l'action humaine déterminait la suite des événements. Dans la médecine grecque, notamment chez Hippocrate, la crisis désignait le moment décisif d'une maladie, cet instant où le corps du patient devait soit guérir, soit succomber. Et cette racine étymologique révèle quelque chose de fondamental. La crise n'est pas simplement la peur, elle est le moment de tension maximale où l'attention se concentre, où l'urgence s'impose, où la décision devient inévitable. Mais au fil des siècles, le mot a glissé, s'est chargé d'une connotation plus sombre, et dans le monde moderne, il évoque d'abord la menace, le danger imminent, l'effondrement possible. Nous vivons dans une époque saturée de crises. Une époque où les écrans diffusent en continu des bandeaux rouges, des alertes spéciales, des titres alarmants, où chaque événement semble être présenté comme un tournant historique, une rupture irréversible. Et il serait tentant de croire que notre époque est objectivement plus instable que toutes les précédentes. Pourtant, l'histoire humaine est jalonnée de famines, de guerres, d'épidémies, de révolutions et de bouleversements majeurs. Et ce qui distingue peut-être notre temps n'est pas la fréquence des crises, mais la manière dont elles sont médiatisées, amplifiées, scénarisées. Les médias modernes fonctionnent selon une logique d'attention, et l'attention humaine est naturellement attirée par la menace, car notre cerveau est câblé pour détecter le danger avant tout, une capacité évolutive qui nous a permis de survivre dans des environnements hostiles, où ignorer un bruit suspect pouvait signifier la mort. Ce biais cognitif, souvent appelé biais de négativité, fait que les informations négatives captent plus fortement notre intérêt que les nouvelles neutres ou positives. Et les médias, qu'ils soient traditionnels ou numériques, ont appris à exploiter cette disposition naturelle. Une crise attire, retient, mobilise, et dans un environnement concurrentiel où chaque média se bat pour quelques secondes d'attention, la dramatisation devient une stratégie presque inévitable. Ce phénomène n'est pas nécessairement le fruit d'un complot centralisé, mais d'un système où l'économie de l'attention récompense ce qui provoque une réaction émotionnelle intense. Et parmi les émotions humaines, la peur est l'une des plus puissantes, car elle déclenche une réponse physiologique immédiate, accélère le rythme cardiaque, augmente la vigilance, réduit la capacité d'analyse complexe et oriente vers des décisions rapides. Une crise médiatisée en continu crée un état d'alerte prolongé, une impression que quelque chose d'urgent est toujours en train de se produire. Et dans cet état, les individus cherchent des réponses simples, des récits clairs, des solutions immédiates. Les crises font vendre parce qu'elles concentrent l'attention, et l'attention est la monnaie la plus précieuse du XXIe siècle. Qu'il s'agisse d'un krach boursier, d'une pandémie, d'un conflit armé ou d'une instabilité politique, chaque situation critique génère un pic d'audience, une augmentation des clics, des partages, des commentaires, et cette dynamique crée une incitation structurelle à présenter les événements sous l'angle le plus dramatique possible. Cela ne signifie pas que les crises sont inventées, mais que leur traitement narratif est souvent intensifié, scénarisé, parfois simplifié à l'extrême pour maintenir l'engagement. Il existe également un autre mécanisme plus subtil. La crise offre un récit. Elle crée un avant et un après, un méchant et un sauveur potentiel, un problème et une solution. Et l'être humain aime les récits structurés, car ils donnent un sens au chaos. Une crise transforme la complexité du monde en histoire compréhensible, même si cette histoire est incomplète ou biaisée. Elle donne l'impression que nous assistons à un moment historique décisif, que nous sommes au cœur d'un tournant, et cette sensation de participer à quelque chose d'important
est paradoxalement stimulante. La crise crée également une opportunité politique et économique, car dans un moment de peur collective, les décisions qui auraient été rejetées en temps normal peuvent être acceptées plus facilement. L'urgence réduit la résistance, la menace perçue justifie des mesures exceptionnelles, et l'histoire regorge d'exemples où des réformes profondes ont été adoptées dans des contextes de crise, profitant de la fenêtre d'attention et de l'état émotionnel de la population. Cette dimension stratégique explique pourquoi certains acteurs parlent de « ne jamais laisser une bonne crise se perdre », non pas nécessairement dans un sens cynique, mais dans la reconnaissance que les périodes de bascule ouvrent des possibilités de transformation. À l'ère numérique, cette dynamique est amplifiée par les algorithmes. Les plateformes sociales analysent en temps réel les contenus qui suscitent le plus de réactions, et les contenus liés à des crises, parce qu'ils génèrent peur, indignation ou colère, sont plus susceptibles d'être partagés, commentés et donc mis en avant par les systèmes automatisés qui optimisent l'engagement. L'algorithme n'a pas d'intention morale. Il cherche à maximiser le temps passé sur la plateforme et il apprend rapidement que la peur est un moteur puissant d'attention. Ainsi, une crise n'est plus seulement un événement objectif. Elle devient un flux continu de notifications, de commentaires, de vidéos explicatives, de débats enflammés, et chaque interaction renforce sa visibilité, créant une boucle où l'émotion alimente l'algorithme, et l'algorithme amplifie l'émotion. Ce cercle peut donner l'impression que le monde est constamment au bord de l'effondrement, même lorsque la réalité statistique est plus nuancée. Et cette perception permanente de crise influence nos comportements, nos choix politiques, nos achats, nos priorités. Il serait simpliste d'affirmer que nous aimons avoir peur, car la peur est inconfortable, épuisante, anxiogène. Pourtant, nous sommes attirés par elle, car elle stimule, elle donne un sentiment d'urgence, elle brise la monotonie, elle crée un pic d'intensité dans un quotidien souvent routinier. Les films catastrophes, les thrillers, les séries post-apocalyptiques exploitent cette fascination pour la menace, offrant une peur contrôlée, une crise fictive que nous pouvons vivre sans danger réel, et cette attraction culturelle reflète un mécanisme plus profond. La crise capte l'attention et donne le sentiment d'être vivant. La véritable question n'est donc pas seulement pourquoi les crises font vendre, mais pourquoi nous continuons à cliquer, à partager, à consommer ces récits alarmants, alors même qu'ils nous stressent. Peut-être parce que la crise simplifie le monde en le divisant en urgences et en solutions. Peut-être parce qu'elle nous donne l'impression que chaque jour compte. Peut-être parce qu'elle offre un sens dramatique à notre expérience collective. Une crise est un danger, ou une opportunité, et cette dualité demeure au cœur de son pouvoir. Elle peut être un moment de destruction ou de transformation, un effondrement ou un renouveau. Mais dans tous les cas, elle concentre l'attention, elle force la décision, elle crée une tension narrative que les médias, les entreprises et les algorithmes ont appris à exploiter. Comprendre cela ne signifie pas nier l'existence des dangers réels, mais reconnaître que la manière dont ils sont présentés influence notre perception et nos réactions. Dans un monde où chaque alerte peut devenir virale en quelques minutes, où chaque événement local peut être perçu comme global, la crise n'est plus seulement un moment ponctuel, elle devient un état quasi permanent, et face à cette intensité continue, la lucidité consiste peut-être à retrouver le sens originel du mot crisis. Un moment de jugement, un point de décision où l'on choisit comment réagir, plutôt que de se laisser emporter par la vague d'émotionnel. Car si la peur attire, si elle vend, si elle alimente les algorithmes, la véritable maîtrise réside peut-être dans la capacité à distinguer la crise réelle de la crise amplifiée et à décider, en conscience, quelle place nous lui accordons dans notre esprit.